Il n'est pas arrivé par les portes polies d'Hollywood, et il n'y a jamais eu de chemin soigneusement orchestré qui l'attendait de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'agent qui négociait son avenir, pas de publiciste qui façonnait son image, pas de styliste qui créait un personnage pour la caméra. Ce qu'il avait à la place, c'était quelque chose de bien moins glamour, mais d'infiniment plus réel. De la graisse sous les ongles, une caméra qui justifiait à peine son existence, et une voiture qui semblait avoir déjà vécu plusieurs vies de trop. Pendant plus d'une décennie, Mike Finnegan n'a pas seulement fait partie d'une série. Il en était le pou le cran l'âme sans concession. Il a aidé à construire l'une des séries automobiles les plus appréciées jamais créées, se plongeant dans chaque panne, chaque réparation sur la route, chaque idée ridicule, qui d'une manière ou d'une autre s'est transformée en une histoire digne d'être racontée. Et puis juste comme ça, il a disparu. Pas d'adieu grandiose, pas d'adieu émotionnel, pas de dernier tour de piste pour clore le chapitre. Juste un silence qui semblait plus fort que n'importe quel moteur qu'ils aient jamais fait tourner. Que s'est-il vraiment passé en coulisses ? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé une fois la poussière retombée ? Car cette histoire ne s'arrête pas à une disparition, elle change de vitesse. Elle demande de l'attention. Et croyez-moi, une fois que vous aurez commencé à suivre cette route, il n'y aura pas de retour en arrière possible. En réalité, Roadkill n'aurait jamais dû exister. Il faut remonter à 2012, avant que les plateformes de streaming ne transforment le contenu en champ de bataille et que YouTube ne devienne la machine mondiale qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, c'était encore un terrain de jeu chaotique de téléchargement aléatoire. Des adolescents faisant du lip-syncing dans des chambres faiblement éclairées, des clips viraux qui allaient et venaient sans prévenir. Et quelque part dans ce bruit, deux rédacteurs du magazine Hot Rod, Mike Finnegan et David Freiberger, ont décidé de faire quelque chose de si ordinaire que cela semblait presque inutile. Ils allaient tout simplement filmer un voyage en voiture. Le plan était ridiculement simple, le genre d'idée qui ressemble à une blague jusqu'à ce que quelqu'un la mette en pratique. Se rendre à El Paso au Texas. Trouver une voiture à laquelle personne de sensé ne ferait confiance. Quelque chose qui vaut à peine 1005 cents. La rendre juste assez fonctionnelle pour survivre, puis la ramener à Los Angeles et la vendre en ligne avant que tout ne s'effondre. C'était tout. Pas de signification plus profonde, pas de plan de production, pas d'attente de quoi que ce soit au-delà d'une bonne histoire à raconter par la suite. Il n'y avait pas de script pour guider leurs paroles, pas de budget pour les protéger de l'échec, pas de tenue soigneusement choisie ou d'éclairage mis en scène pour faire paraître les choses plus belles qu'elles ne l'étaient. Il y avait juste deux gars, une caméra et une machine, qui n'avaient absolument rien à faire sur une autoroute. Lorsqu'ils ont téléchargé la vidéo sur la chaîne YouTube du magazine Hot Rod, ils ne s'attendaient pas à plus qu'une poignée de vues. Mais ce qui a suivi n'était pas explosif. C'était quelque chose de plus lent, quelque chose de plus puissant. Les gens ne se sont pas contentés de le regarder, ils se sont connectés à lui. Pas dans un éclair de célébrité virale, mais dans une obsession constante et croissante. Les passionnés d'automobile l'ont vu et ont reconnu quelque chose de familier. Les mécaniciens d'arrière-cour, les bricoleurs du week-end, tous ceux qui ont déjà passé du temps sous le capot avec leur père ou seuls dans un garage tranquille, ils l'ont ressenti. Parce que pour la première fois depuis longtemps, un salon de l'auto ne prétendait pas à la perfection. Il n'y avait pas d'établis impeccables, pas de réparation miraculeuse effectuée en une demi-heure, pas d'illusion que tout se passait toujours bien. Les choses se cassaient constamment. Les plans échouaient, les moteurs refusaient de coopérer. Et au lieu de cacher ces moments, Finnegan et Freiberger se sont penchés dessus. Ils se disputaient, ils riaient, ils improvisaient, et la caméra ne regardait jamais ailleurs. Cette honnêteté brute est devenue quelque chose de rare, quelque chose dont les gens ne se rendaient même pas compte qu'il leur manquait quelque chose. La nouvelle s'est répandue d'abord lentement, puis d'un seul coup, jusqu'à ce que quelqu'un à Hot Rod prononce les mots qui ont tout changé. Vous avez un spectacle, nommez-le, faites-le tous les mois, allez-y. Et c'est ainsi qu'est né Roadkill à partir d'un simple voyage en voiture d'un petit budget et de deux gars qui pouvaient parler de carburateur pendant des heures sans s'ennuyer. Le nom convenait parfaitement. Il s'agissait de voitures que le monde avait déjà abandonnées, des machines abandonnées oubliées considérées comme irrécupérables, des véhicules hors d'usage. Selon toute logique, ils étaient finis. Mais la logique n'a jamais été le but. Finnegan et Freiberger ont construit toute leur mission sur le rejet de cette idée, sur la preuve que parfois les choses laissées pour mortes ont encore des histoires à raconter. Et pourtant cela soulève une question plus importante qui était Mike Finnegan, avant que tout cela n'arrive. D'où vient cette curiosité implacable ?
Ce refus de laisser les choses en l'état, cette capacité à transformer le chaos en quelque chose de significatif. Parce que son histoire d'origine n'est pas polie ou prévisible. Elle est désordonnée, sinueuse et bien plus intéressante qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais avant de revenir au début, il faut comprendre ce qu'est devenu Roadkill. Car ce n'était pas seulement une série qui durait 1 ou 2 saisons avant de disparaître. Elle a duré 13 saisons, 13 années de bruit d'échecs, de succès et de tout ce qu'il y a entre les deux. Dans un monde médiatique où même les séries populaires sont annulées parce qu'elles ne correspondent pas aux bons paramètres, Roadkill a perduré parce qu'elle offrait quelque chose qu'aucun algorithme ne pouvait reproduire. Elle offrait de l'honnêteté. Alors que d'autres émissions automobiles étaient peaufinées à la perfection, présentant des délais impossibles à tenir et des résultats impeccables, Roadkill faisait le contraire. Elle acceptait l'imperfection. Les moteurs ne se comportaient pas bien. Les transmissions tombaient en panne. Au pire moment, les réparations censées tenir ensemble tombaient en morceaux quelques kilomètres plus loin. Et au lieu de couper ces moments, ils devenaient l'histoire. Ils s'arrêtaient, ouvraient le capot, rampaient sous la voiture dans les parkings et trouvaient la solution en temps réel. L'échec n'était pas quelque chose à éviter, c'était quelque chose à apprendre, quelque chose à rire, quelque chose à surmonter. Cet état d'esprit est devenu l'ADN de toute l'émission, et il a conduit à certains des moments les plus inoubliables de son histoire. Des voitures qui n'avaient aucune raison de rouler ont continué à rouler. Des constructions qui ressemblaient à des désastres se sont transformées en légendes. Chaque épisode ressemblait moins à une production qu'à une aventure imprévisible. Pendant tout ce temps, Mike Finnegan a été la constante. Il avait une présence qui ne pouvait pas être fabriquée. Charismatique, sans essayer d'impressionner, bien informé, sans jamais parler à personne, drôle, d'une manière qui semblait naturelle, au lieu d'être forcée. Il ne prétendait pas être parfait. Il était frustré. Il célébrait les petites victoires. Il traitait chaque moment comme réel parce qu'il l'était. Ce que vous avez vu à l'écran n'était pas une version de lui, c'était lui. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur, elle s'est transformée en quelque chose de bien plus grand que quiconque aurait pu le prévoir. Ce n'était plus seulement Roadkill, c'était devenu tout un écosystème. Roadkill Garage, Roadkill's Junkyard Goldfaster, avec Finnegan, et plus tard son évolution avec New Bern et Cotton. Il y a même eu un magazine pendant un bref moment, et un événement annuel à grande échelle, Roadkill Nights, soutenu par Dodge, où les fans pouvaient entrer dans le monde qu'ils regardaient depuis des années. À partir d'un voyage bon marché sur la route, ils avaient déconstruit une culture. Mais rien de tout cela n'explique comment quelqu'un devient Mike Finnegan. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière bien avant les caméras, avant les voyages, avant même que l'idée d'un spectacle n'existe. Revenir à un enfant qui ne pouvait tout simplement pas laisser les choses en paix. Grandir dans le sud de la Californie pendant les années 70 et 80 signifiait être entouré de la culture automobile la plus vivante. Le temps invitait les gens à sortir les allées devenait des ateliers, et sous des bâches poussiéreuses, des machines attendaient quelqu'un d'assez curieux pour leur redonner vie. Pour un enfant comme Finnegan, c'était l'environnement idéal pour tomber amoureux de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Il a appris de la seule manière qui compte vraiment, en faisant d'abord les choses mal, en démontant les choses sans savoir s'il pourrait les remonter, en échouant, en ajustant, en essayant à nouveau et en comprenant lentement comment les choses fonctionnent. Il a appris à souder, à comprendre les moteurs, à fabriquer des pièces, à partir de rien d'autre que des idées et une détermination obstinée. Il n'y a pas eu de leçons structurées, pas de programme de formation formel qui l'ont guidé pas à pas. Juste des garages, des rencontres d'échange, des essais et des erreurs. Et le genre de persévérance qui n'abandonne pas simplement parce que quelque chose ne fonctionne pas du premier coup. Pour rester proche de ce monde, le seul qui comptait vraiment pour lui, il a pris tous les emplois qu'il pouvait trouver autour des voitures. À un moment donné, il installait des stéréos de voitures. Ce n'était pas prestigieux et ce n'était certainement pas lucratif, mais cela lui a permis de rester là où il voulait être, entouré de machines, apprenant constamment, construisant quelque chose pièce par pièce, sans même se rendre compte où cela pourrait éventuellement le mener. Et si vous gardez les yeux ouverts et la bouche fermée, vous continuez à apprendre. Finalement, cette obsession pratique a trouvé un débouché dans l'écriture. Finnegan a commencé à contribuer à des magazines techniques automobiles Mini Trucking Drag Boat, le genre de publication de niche que les constructeurs sérieux respectaient vraiment. Pas les trucs brillants sur le style de vie, mais les véritables plongées techniques comme la construction d'un moteur. Ce qu'il faut faire lorsque le carter de la boîte de vitesse se fissure en cours de route.
Pourquoi un carburateur particulier ne cesse d'être inondé à haute altitude? Écrire pour ces publications était une décision intelligente car cela renforçait la crédibilité de la bonne manière auprès de personnes qui pouvaient immédiatement dire si vous faisiez semblant. On ne peut pas faire semblant d'avoir des connaissances techniques devant des gars qui font ça tous les week-ends. Et Finnegan ne faisait pas semblant. Il savait de quoi il parlait parce qu'il avait fait ce dont il parlait. Cette crédibilité lui a permis de franchir la porte de Motor Trend où il a fini par devenir rédacteur technique pour Hot Rod Magazine. C'est là dans les couloirs de l'une des publications automobiles les plus célèbres d'Amérique qu'il a rencontré David Freiberger. Et tous deux ont commencé à échafauder l'idée qui allait changer leur vie. Mais savoir comment tout a commencé et savoir comment tout a grandi sont deux choses très différentes. Parce que quelque part, entre une vidéo YouTube et une série de 167 épisodes, Mike Finnegan avait tranquillement construit son propre empire. Un empire qui allait s'avérer être la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. Et cela n'avait rien à voir avec Motor Trend. Construire quelque chose qui ne pouvait pas être annulé. Le garage de Finnegan. Voici ce que font les gens intelligents lorsqu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre, ils construisent en même temps leur propre projet. Alors que Roadkill devenait un phénomène sur la plateforme de Motor Trend, Mike Finnegan avait discrètement lancé sa propre chaîne YouTube, Finnegan's Garage. À première vue, cela aurait pu ressembler à un modeste projet secondaire. Un endroit pour documenter les constructions qui ne correspondaient pas à la grande affaire. Sauf que c'était le cas. Parce que Finnegan's Garage, c'est Mike à l'état pur. Pas de co-animateur, pas de programme de production imposé par une chaîne, pas de pression pour atteindre une certaine durée ou un certain arc narratif. Un homme dans un garage travaillant sur des voitures et parlant à une caméra. Les projets étaient extraordinaires. Il y avait Blasphemy, une Chevrolet Bel Air 1955 équipée d'un moteur EMI suralimenté, nommé ainsi parce que mettre un moteur Chrysler dans une Chevrolet est un sacrilège dans certains cercles. Finnegan s'en fichait. C'était rapide, c'était bruyant. Et c'était parfait. Il a emmené Blasphemy à des événements de drag and drive, des compétitions brutales de plusieurs jours où l'on fait courir la voiture sur la piste, puis on la conduit au lieu suivant. Pas de remorque. En 2024, il a soumis la voiture à la légendaire Hot Rod Drag Week et a réalisé un trio de 8,72 quarts de mille, se classant presque parmi les deux premiers de sa catégorie. Ce n'est pas un gars qui joue au sport automobile. C'est un concurrent sérieux. Il a également commencé à documenter un projet de 2018 Lexus LC500 qu'il a dépouillé chez RK Racecraft à Cartersville en Géorgie pour le transformer en châssis tubulaire et en monstre de dragster à petits pneus. Et un 1960 et un Cadillac Coupe des Villes qu'il a minutieusement ramené d'entre les morts en coupant, pliant et formant à la main de nouveaux panneaux de plancher à partir de feuilles de métal lorsqu'il ne trouvait pas de pièces de rechange. Et une 1998 GMC Sierra avec 12 000 miles d'origine qu'il a ramené d'Austin au Texas et qu'il a immédiatement commencé à rendre plus basse, plus bruyante et plus rapide. En 2024, le garage de Finnegan était devenu une plateforme véritablement massive, avec plus de 800 000 followers, rien que sur Instagram et une chaîne YouTube qui enregistrait des millions de vues. Les marques faisaient la queue pour s'associer avec lui. B&P Manufacturing à Cadillac, dans le Michigan, lui a construit une remorque pour la Seaquick 2025, une pièce d'équipement unique, car la relation s'est développée d'un simple diable à une gamme complète de produits portant le nom de Finnegan. Il co-anime le podcast Kibbe and Finnegan Show. Il participe à la PRISEMA, interviewant les plus grands noms du monde de la course automobile. Il était devenu discrètement et sans fanfare l'une des voix indépendantes les plus influentes des médias automobiles. Et puis le téléphone a sonné, ou plus exactement le silence s'est fait, car en novembre 2024, quelque chose a frappé le monde de l'automobile comme une boule de démolition. Et Mike Finnegan l'a découvert de la manière dont personne ne devrait jamais découvrir quoi que ce soit totalement à l'aveuglette, sans le moindre avertissement. Le jour où tout s'est arrêté, l'annulation de la route. Novembre 18, 2024, un lundi. Mike Finnegan n'a pas donné de conférence de presse. Il n'a pas participé à un talk show. Il n'a pas publié de déclaration soigneusement formulée par l'intermédiaire d'un publicitaire. Il a fait ce qu'il fait toujours. Il est allé voir sa communauté Reddit et leur a dit la vérité. Il a ressuscité un fil de discussion vieux de 2 ans sur le subreddit r/Roadkill Show et a écrit simplement « et sans drame ».
Je viens d'apprendre que c'est fini. Le reste du message était bref et dévastateur. Après avoir terminé le tournage de la 3e saison quelques semaines auparavant, il avait appris qu'il n'y aurait plus jamais de nouveaux épisodes. Motor Trend Production. La société de production qui avait réalisé Roadkill et tous ses produits dérivés fermait complètement ses portes. Aucune raison précise ne lui a été donnée. Il ne savait pas à qui appartenait la propriété intellectuelle du Roadkill. Il ne savait même pas à qui s'adresser. Il a dit qu'il était fier de ce que l'équipe avait accompli. Il a dit qu'il semblait que c'était la fin. Et c'était tout. L'Internet automobile a explosé. Les fans qui suivaient l'événement depuis 2012 ont été déçus. Roadkill Garage n'existe plus. Fast with New Bern and Cotton a disparu. Engine Masters, Hot Rod, Garage Roadkill's Junkyard, Golvis Grip Garage, tout a été annulé d'un seul coup, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agissait pas d'une décision artistique, ni d'une baisse d'audience, ni d'une lassitude du public. Il s'agissait de Warner Brothers Discovery, qui avait acquis Motor Trend en 2017, croulant sous plus de 40 milliards de dollars de dettes après une fusion désastreuse et qui avait pris des décisions brutales de réduction des coûts dans l'ensemble de son portefeuille. Motor Trend Productions était considéré comme superflu. Et c'est ainsi que 167 épisodes de Roadkill, 12 ans de culture automobile et une équipe de créateurs qui avaient construit quelque chose de véritablement irremplaçable ont été sacrifiés sur l'autel du bilan d'une entreprise. Il n'y a pas eu de dernière saison, pas de finale spéciale, pas d'épisode d'adieu où Finnegan et Freiberger ont pu conclure correctement et remercier le public qui les avait fait naître. Le dernier épisode qu'ils avaient filmé quelques semaines plus tôt serait tout simplement le dernier épisode point final. David Freiberger, et c'est tout, à son honneur, a fait une déclaration plus publique sur Instagram, encourageant les fans à regarder les nouveaux épisodes qui devaient encore être diffusés et à soutenir toutes les émissions de Motor Trend tant qu'ils le pouvaient. Mais même ces mots avaient le poids d'un éloge funèbre. La réaction des fans a été brutale. Les gens n'étaient pas seulement tristes, ils étaient en colère parce qu'ils voyaient clairement ce que le public savait depuis des années. Roadkill n'est pas mort parce que quelqu'un a cessé de l'aimer. Il est mort parce que des gens avec des feuilles de calcul ont décidé qu'il ne valait pas la peine de le maintenir en vie. Et c'est un autre type de perte. Voici donc la vraie question. Lorsque la chose que vous avez passé 12 ans à construire vous est enlevée sans même un adieu, que faites-vous ensuite? Vous abandonnez, vous attendez, ou vous retournez simplement dans le garage? Le garage est toujours ouvert. Le deuxième acte de Mike Finnegan. Si Mike Finnegan a eu une crise à propos de tout cela publiquement, il l'a gardé près de sa poitrine. Parce que de l'extérieur, ce que l'on voyait, c'était un homme qui continuait simplement à travailler. Quelques semaines après l'annonce de Roadkill, Finnegan était de retour sur Finnegan's Garage, construisant, pilotant, documentant et s'adressant à son public comme il l'avait toujours fait. Car voici la chose que Warner Brothers Discovery n'a jamais comprise, ils n'avaient pas pris sa plateforme. Ils avaient pris un spectacle, ce qui n'est pas la même chose. La chaîne a continué à tourner. Épisode 282, épisode 293, les débuts de la mystérieuse voiture de Drag and Drive dont on parle depuis longtemps. Une machine sérieusement construite avec un moteur LS personnalisé de 400 pouces cubes Dace Racing Engines visant des quarts de miles en 6 secondes à plus de 200 miles à l'heure. Épisode 328, en direct du 2024. PRI Show à Indianapolis, où Finnegan s'est promené, a fait des interviews et a livré le genre de contenu qui rappelle à tout le monde pourquoi ils l'ont suivi en premier lieu. Au début des années 2025, il préparait furieusement Blasphemy pour la Sick Week, l'événement hivernal brutal de Drag and Drive qui s'étend sur 4 pistes, 2 États et plus de 800 miles en 5 jours. La voiture avait participé à la Hot Rod Drag Week l'année précédente. Mais le moteur devait retourner chez Arrell Engine and Dyno à Mooresville, en Caroline du Nord, pour une plongée en profondeur après qu'un mauvais raté d'allumage ait mis fin à sa course de Drag Week avant l'arrivée. Nouveau ventilateur, amélioration de la sécurité, conversion de l'avant d'une configuration d'essieu solide à une suspension à bras en A pour un meilleur contrôle à haute vitesse. Il a participé à la SEMA 2024 à Las Vegas, montrant sa GMC Sierra OBS, modifiée celle avec la conversion de coilover high-tech, à l'avant et à l'arrière sur laquelle il avait travaillé spécifiquement pour la salle d'exposition. Il a visité des pistes de dragster historiques en Géorgie, rendant hommage à une piste qui avait disputé sa dernière course en 2005,
Il a exploré des entrepôts remplis d'équipements rares, présenté de nouveaux projets de voitures, et construit des panneaux de plancher à la main dans une Cadillac 1960, et un parce que c'est exactement le genre de problème qu'il résout un mardi après-midi. Les chiffres ont continué à grimper, et les sponsors ont continué à venir. Le public, ce même public qui est tombé amoureux d'un road trip à 1500 $ dans 2012, l'a suivi jusqu'à l'Airpost Roadkill sans perdre une miette parce qu'il n'a jamais suivi le logo Motor Trend. Il a suivi Mike Finnegan. Et c'est là la leçon la plus importante de toute cette histoire. Construisez quelque chose qui ne vous appartient pas à un réseau, pas à une plateforme de streaming, pas à une société qui peut être achetée par une plus grande société, qui peut être achetée par une société encore plus grande. L'authenticité réelle non exécutée aux mains graisseuses n'est pas quelque chose qu'un bilan peut vous prendre. Roadkill a peut-être disparu, mais la porte du garage est toujours ouverte. Le moteur tourne toujours, et Mike Finnegan est toujours exactement ce qu'il a toujours été. Un gamin du sud de la Californie qui n'a jamais cessé de démonter les choses et de trouver comment les remonter mieux qu'avant. Et honnêtement, c'est une histoire qui n'a pas besoin d'un réseau pour continuer. Mike Finnegan n'a pas eu besoin de Motor Trend pour faire de lui ce qu'il est. Motor Trend avait besoin de lui pour compter, et quand ils l'ont débranché, il a fait ce que font tous les grands constructeurs, il a regardé l'épave, a déterminé ce qui valait encore la peine d'être sauvé et s'est remis au travail. Si vous avez dormi sur le garage de Finnegan, vous savez maintenant ce que vous avez manqué. Lancez un like si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et vous voudrez être là pour notre prochaine vidéo. Disons simplement qu'une autre icône a une histoire qui est bien plus embrouillée que ce dont tout le monde parle. Au plaisir de vous y retrouver.